été un peu piqué quand Jean-François Cabestan m'a parlé de cette table ronde. Faut-il détruire? Alors du coup, ça m'a quand même beaucoup motivé sur un sujet qui me paraît absolument stratégique dans le domaine de l'architecture à l'heure actuelle. Nous nous sommes connus dans des débats autour de bâtiments plus anciens. Quand j'ai dirigé pendant 5 ans la rénovation de l'hôtel de Saint-Aignan, faut-il choisir l'état 1695, faut-il choisir l'état 1701? Ce que je veux dire, c'est que dans notre société, il y a une évidence à dire face à l'hôtel de Saint-Aignan, face à l'hôtel Salé, on ne peut pas laisser détruire ces bâtiments, il faut leur trouver un usage. C'est ce qui s'est fait massivement d'ailleurs à la ville de Paris, et je suis très heureux d'y avoir participé à des débats avec Jean-François Cabestan. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous arrivions à faire changer le regard de façon à ce que sur des grands chefs-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle, il soit aussi évident que quand la qualité architecturale est reconnue par tous, il faut trouver un usage pour reconvertir de tels bâtiments. Je voudrais juste 3 mots sur le patrimoine XXe, comme le disait Jean-Paul Robert, l'ANRU, parce que Marie-Jeanne Dumont a parlé des grands ensembles, et du projet dont je me suis occupé sur les ATP. Sur le patrimoine XXe, je crois, Marie-Jeanne Dumont a dit l'État est un peu mou avec ce label qui n'est pas vraiment protecteur, non mais je blague. Vanda Diebold, ancienne directrice du patrimoine de l'architecture, s'est beaucoup occupée de ce sujet. Moi j'ai prouvé le label du XXe quand j'ai été en charge de ces questions, mais j'ai la conviction qu'il faut qu'on arrive, au-delà, par-delà les choses réglementaires, à changer le regard dans notre pays, des dirigeants, des responsables politiques, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, sur la question du patrimoine XXe. On ne peut pas dire nous faisons du développement durable et en même temps détruire des chefs-d'œuvre du XXe siècle, à la fois pour des raisons patrimoniales, mais aussi pour des raisons de coût, simplement de finances publiques, et de faire un étalement urbain totalement dramatique dans notre pays, puisque tout le monde est d'accord pour reconnaître que nous dévorons à peu près un département français en 7 ans. Je me permets de vous signaler un référé de la Cour des comptes sur la consommation des terres agricoles qui a été fait récemment sur ce sujet. C'est les sujets centraux de développement durable. Donc il y a une vraie contradiction, donc c'est un sujet, je crois, très sensible. La recommandation du Conseil de l'Europe sur la protection du patrimoine XXe était de 91 et on est passé à l'action à l'époque de Vanda Diebold dans les années 2000. C'est dire la difficulté de cette question. Aujourd'hui, le législateur évoque cette question, peut-être avec une protection insuffisante, me dira Marie-Jeanne Dumont, dans le projet de loi actuellement en débat, mais je trouve que c'est quand même une bonne chose. Moi, j'ai été l'utilisateur, j'étais président du centre de la danse à Pantin. Je crois qu'il y a des précédents qui montrent que face à des bâtiments qui sont des chefs-d'œuvre au départ, Calice 1972, béton brutaliste, des espaces extraordinaires, une cité du peuple avec un centre de sécurité sociale, des bureaux d'état civil, un centre de rétention de police, etc. Un rejet de tout le monde à Pantin sur ce bâtiment qui devait être détruit. Il y a eu une sorte de miracle, c'est aussi dans les années de Vanda, où le ministère de la Culture l'a racheté pour 1 €, et je pense que c'est des leçons pour les ATP. 1, on a trouvé un usage, et 2, des bons architectes. L'usage, ça a été de transformer ça en studio de danse. Moi, j'ai été utilisateur, je peux vous dire que ça fonctionne très bien, et en bureau pour l'administration de l'établissement public, ça fonctionne parfaitement, parce qu'il y a eu 2 très bons architectes, Antoinette Robin et Claire Guillès, qui ont d'ailleurs eu des terres d'argent, qui ont trouvé la possibilité de réutiliser le bâtiment en le mettant en valeur. Quand on a un chef-d'œuvre, vous avez un escalier à double révolution là-dedans, c'est Chambord revisité, c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est un peu pareil que les ATP. Il faut trouver un usage, des architectes qui sachent réutiliser ce bâtiment. Voilà moi ce que je voulais dire sur la rénovation urbaine dans notre pays et la question des grands ensembles. Parce que quand on parle
de l'architecture du XXe siècle et des chefs-d'œuvre du XXe siècle, comme les ATP, on tombe, comme le disait Marie-Jeanne Dumont, sur la question des grands ensembles. On a un gros problème dans notre pays, j'enfonce une porte ouverte, c'est qu'on a concentré les problèmes sociaux à certains endroits, et notamment dans les grands ensembles des années 50-60. Donc, quand a été lancée cette énorme politique, qui est excellente, évidemment, de la rénovation urbaine, 13 milliards d'euros, 14 milliards d'euros, M. Borloo, conseillé par des gens qui n'avaient sans doute pas bien réfléchi, a fait une circulaire, à la suite de toutes les déceptions sur les palulos, etc., où il y avait la priorité à la démolition. Moi, je me suis trouvé au conseil d'administration de l'ANRU dans une bataille absolument terrible. Marie-Jeanne évoquait les bailleurs sociaux qui sont très puissants au sein de l'ANRU, et j'ai mené la bataille en disant on ne peut pas faire des démolitions systématiques. Évidemment que moi, je ne suis pas contre la démolition, il faut prendre bâtiment par bâtiment, faire des analyses, voir ce qu'on peut garder, éventuellement trafiquer, modifier, transformer un bâtiment, mais ne pas avoir la démolition systématique. J'ajoute que la question des finances est absolument centrale là-dessus. J'ai vu au conseil de l'ANRU passer des bilans comparatifs entre la démolition, reconstruction et la réhabilitation, qui sont évidemment très favorables à la réhabilitation, très favorables, et que malgré tout, quelquefois, on démolisse, pour des raisons qu'on connaît bien. Mais il faut mener ces batailles, parce qu'on se rend compte qu'on est très isolé. Moi, j'étais extrêmement isolé. Il y avait Jean-Paul Albuy, qui était président, l'ex-président de la Ligue, qui était président de l'ANRU, qui était le seul à défendre ma position. Seulement, il faut tenir, et progressivement, les choses changent. Elles ont aussi changé, parce que les habitants des grands ensembles ont aussi résisté un certain nombre de fois, comme vous le savez. Alors, j'ai mené une bataille très forte sur les courtilières, puisque les courtilières des Milaillots devaient être rasées. Et on a dit, ben non, il faut peut-être réfléchir avant de détruire le Serpentin. Et tout ça parce que les problèmes sociaux étaient concentrés là. Donc il y a eu un rapport de Chassel, qui était l'ancien staff de Paris, avec Crépet, ingénieur général à l'équipement, et Vanda connaît très bien tout ça, qui a été une analyse en disant, ben voilà, on peut transformer. La bataille avec le maire a été extrêmement dure, mais on est arrivé à une solution. Comme vous le savez, sur les courtilières, il y a eu quelques démolitions limitées pour ménager des passages, etc. Mais il y a eu une réhabilitation du bâtiment, et le coloriste Daillot est toujours vivant, donc a aidé à retrouver les couleurs sur les façades, et je crois qu'aujourd'hui, le maire de Pantin, il me l'a dit, on avait eu des affrontements très durs, est aujourd'hui très content, et je crois que les habitants sont contents. Donc c'est la même chose pour la Bourdette à Sarcelles. On était parti sur la Bourdette à cause du nom de Sarcelles. Sarcelles, c'est lié aux problèmes sociaux. La Sarcénie. Or, quand on regarde Sarcelles, j'enfonce une porte ouverte, R+4, pierre de taille, des grands espaces verts. Qu'est-ce qu'on fait? Plus développement durable, on meurt. Donc, il a fallu aussi, il y a eu un certain nombre de démolitions excessives, mais encore une fois, on peut y arriver pour avancer sur ces sujets. Je voudrais, pour finir, dire un mot du Musée des Arts et Traditions Populaires, de l'expérience que j'ai eue sur ce sujet. J'avais eu une mission qui avait été confiée à l'époque du président Chirac, qui souhaitait que l'Organisation internationale de la francophonie, qui est installée à Paris, et que Vanda connaît bien puisqu'elle a eu des responsabilités très importantes là, à l'époque louait 9 lieux. Donc la mission que j'avais était de réunir dans un lieu de prestige, c'était le terme de la mission que j'avais, l'Organisation internationale de la francophonie pour éviter ces 9 locations, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons de prestige international. J'ai donc travaillé avec un architecte programmiste de l'EMOC, qui est aujourd'hui à l'OPIC, l'organisme de maîtrise d'ouvrage de la culture, et on a étudié, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de bâtiments vides qui montrent. On peut réutiliser les choses, le palais de Tokyo était vide, l'imprimerie nationale était destinée à être vide, le palais de la Porte d'André n'avait pas de destination. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont changé. Mais il y avait un programme, comme pour le bâtiment de
Calice que j'évoquais, le programme du Centre national de la danse, là il y avait un programme qui était celui de l'Organisation internationale de la francophonie qui réunit plusieurs institutions, l'Agence universitaire de la francophonie, les parlementaires de la francophonie, l'Association des maires francophones, et j'en oublie encore. Et d'autre part, il y avait donc un programme d'une organisation internationale et d'autre part un programme à l'époque. C'était ambitieux, chef Landard, un programme culturel, d'exposition et de spectacle. J'ai donc conduit une faisabilité sur le musée des ATP. C'était de toute évidence un lieu de prestige, d'abord à cause de la qualité architecturale, de son emplacement, et quand vous entrez dans le hall d'accueil, la proportion, vous avez sans doute évoqué ça ce matin, je n'étais pas là, les proportions entre la surface et la hauteur, moi, c'est des bâtiments où j'ai beaucoup été travaillé à cause de mon métier, évidemment on pense au plan alto ou à l'entrée de l'Itamaraty de Niemeyer. C'est conçu comme un lieu de prestige, donc c'était parfait pour une organisation internationale. D'autre part, le rez-de-chaussée, évidemment, ancien musée, c'était parfait pour des expositions. La salle de conférence, elle servait à la fois de lieu de spectacle et de lieu pour les réunions internationales de la francophonie qui sont absolument indispensables. Et la cour de bureau fonctionnait pour les bureaux. Il n'y avait pas tout à fait assez de place pour les bureaux dans la tour. Et on avait regardé la faisabilité de transformer une partie de la galerie en bureau. Il suffit d'ouvrir des fenêtres, c'est pas extrêmement compliqué, et sans porter atteinte à l'œuvre de l'architecte du Buisson, on pouvait très bien faire une partie bureau dans la galerie et une partie exposition. Donc, moi, dans la conclusion de mon rapport, j'avais mis en numéro 1, puisqu'il y avait diverses hypothèses, encore une fois, l'imprimerie nationale, etc. En numéro 1, le musée des arts et traditions populaires qui me paraissait idéal pour ce programme. Ça ne s'est pas fait. Après, il y a eu une étude de faisabilité sur la butte Ségur, ça a été très loin, avec Gex et Morel qui ont été désignés. C'est aussi tombé à l'eau, et finalement, l'affaire s'est faite ailleurs, avenue Bosquet. Ce que je veux dire, c'est que cette expérience, me semble-t-il, démontre les possibilités de réutilisation du bâtiment du Buisson, sa souplesse relative, comme beaucoup de ces bâtiments de ce type, ses énormes potentialités. Et moi, je pense que l'idée de M. Contasso, il est évident que dans le Grand Paris, il doit y avoir un Grand Paris culturel. Ça sera un projet culturel ou pas culturel, mais si c'était le cas, ça peut être évidemment un pôle, comme il y en a un certain nombre. Je disais toujours que le bâtiment de Calice, en dehors des limites de Paris, est un peu aussi un de ces moteurs de l'architecture contemporaine du Grand Paris culturel. Voilà. Merci.